Dimanche aujourd'hui, et on parle politique et développement, chers amis. L'actualité ces derniers jours ont tourné autour du débat sur la cherté des produits dans nos marchés. À cette inquiétude, le gouvernement, à travers son ministre de l'économie et des finances, a essayé d'apporter des approches de solutions. Il y a eu également que nous avons connu les noms des secrétaires exécutifs qui devront siéger dans nos mairies à compter de quelques jours. La question du développement a également préoccupé nos élus communaux qui, de façon spontanée, s'activent pour le bien-être de leur population. Dans la commune d'Abomey-Calavi, la dynamique imprimée par le nouveau maire, M. Angelo Évariste Arwandinou, suit son cours. Alors, pour décortiquer de tous ces sujets, chers internautes, dans ce numéro de dimanche, on parle politique. Je reçois pour vous le chef de l'arrondissement de Zivier, l'un des 9 arrondissements que comporte la commune de Diche, la municipalité de la ville d'Abomey-Calavi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous installe avec ceci. À nouveau, merci de nous recevoir chez vous, chers internautes. Je vous l'annonçais dans mon introduction, je reçois pour vous dans ce numéro le chef de l'arrondissement de Zivier, M. Christophe Aïssi. Bonjour, chère autorité. Bonjour, chers journalistes. Comment vous allez? Ça va bien, merci de nous recevoir dans vos locaux ce matin. Alors, dans mon introduction, j'ai évoqué un peu les faits d'actualité de ces derniers jours. Dites-nous quel est votre regard sur l'actualité nationale de façon générale. Je voudrais d'abord remercier tous les internautes qui nous suivent en ce moment sur Dimanche politique. Je voudrais remercier toute la population de la commune d'Abomey-Calavi, celles-là même qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à l'actuel maire, le maire Arwandinou Angelo, qui se bat des pieds et des mains pour qu'elle puisse retrouver le mieux vivre, le mieux être, pour qu'ensemble nous puissions dans un sursaut patriotique accompagner nos populations vers le destin commun. Le destin commun qui n'est rien d'autre que le développement. C'est ça. Revenant un peu sur votre question, votre question elle est vague sur l'actualité au niveau national De façon générale. Il y en a beaucoup, il y en a de plusieurs ordres d'ailleurs. J'en ai évoqué déjà quelques-unes. Je vais prendre d'abord l'actualité qui aujourd'hui défraie la chronique, c'est la cherté de la vie. À ce niveau, je crois qu'il faut déjà saluer la proactivité donc du gouvernement qui a rapidement pris ses responsabilités sous la direction de son Excellence le Président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui rapidement a réuni son gouvernement pour réajuster les prix. Oui, le gouvernement a joué sa partition, mais il reste que nos commerçants qui doivent accompagner cette dynamique engagée par le chef de l'État à travers les décisions qui ont été prises en conseil des ministres. Et il se trouve que ces commerçants, certains n'arrivent pas à se mettre donc véritablement dans la dynamique d'accompagner le gouvernement dans la décision qui a été prise. Et vous avez suivi un peu le ministre de l'économie et des finances qui est revenu sur la question pour dire qu'il y a eu l'allègement des impôts, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts, il y a qu'ils ont diminué sensiblement également ceux qui sont les petites et moyennes, au niveau des petites et moyennes entreprises, ils ont diminué un peu les taxes pour permettre à ceux-ci, je veux nommer les commerçants, d'être véritablement cléments dans l'application des prix qui ont été donc adoptés au niveau donc du gouvernement. Alors donc le constat reste toujours amer, c'est que
entre les propositions faites par le gouvernement concernant ces prix et l'application réelle de ces prix-là sur le terrain, il y a un fossé. Le fossé, c'est qu'il y a des commerçants indélicats qui ne veulent toujours pas accepter, qui veulent toujours avoir plus de marge de manœuvre que prévu, alors que ces commerçants-là doivent savoir que le chef de l'État a fait ça pour soulager la peine donc de ces populations en ce moment où au niveau mondial, il y a eu ce que j'appelle le renchérissement donc des prix par rapport, vous savez, la guerre en Ukraine a entraîné beaucoup de choses et nous qui sommes les pays entre griffes, on est parti de pays sous-développés à des pays très endettés. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau nous sommes considérés comme des pays en voie de développement. Alors donc, pour nous qui sommes des pays en voie de développement à économie relativement faible d'objectifs, eh bien, nous ressentons amèrement les affres donc, de ces guerres-là, parce que vous savez que le blé est importé de la Russie, de l'Ukraine en partie. Il y a un certain nombre de produits aujourd'hui qui sont des produits à grande consommation qui ont pris, dont les coûts ont galopé, ont grimpé, ont galopé. Et c'est pour ça que le gouvernement, dans la quête permanente donc de satisfaction des populations pour aider les populations à se sentir mieux, eh bien, a pris cette décision-là. Et je souhaite de tout mes voeux que les commerçants, nos commerçants puissent véritablement accompagner cette décision du gouvernement pour que le panier de la ménagère soit soulagé, que les objectifs fixés par le gouvernement par rapport à cette prise de décision, que ces objectifs-là soient atteints. Je crois également que le gouvernement a mieux fait de mettre des équipes aujourd'hui qui sont sur le terrain. Un numéro vert a été également donné pour que lorsque on constate qu'il y a eu les gens ne veulent pas appliquer les prix indiqués par le gouvernement, qu'on puisse dénoncer et que des sanctions puissent tomber. Je crois également là que le gouvernement a pris sa responsabilité et toute sa responsabilité pour que les décisions soient respectées pour le mieux-être de nos populations. Et justement, restant dans ce contexte, je voudrais vous demander si vous, personnellement, si vous avez fait le constat sur le marché, étant donné que vous êtes au contact des populations à la base. Ben, écoutez, lorsque cette décision a été prise par le gouvernement, ce que j'ai fait immédiatement sur mon territoire de compétence ici à Zimbié, c'est de convoquer tous les commerçants grossistes. Je les ai convoqués ici dans mon bureau et nous avons réfléchi à comment est-ce qu'il faut faire pour appliquer rigoureusement les prix qui ont été donc adoptés en Conseil des ministres. Alors, ils ont expliqué les difficultés qu'ils ont parce que nous avons compris à travers donc, cette séance-là que la chaîne de distribution, elle est assez longue. Et donc, ils ont plusieurs intermédiaires, ils ont plusieurs négociants, si bien que le produit fini, le produit leur revient cher et le consommateur, le consommateur final est bien obligé d'acheter selon que eux autres, ils ont négocié j'ai dit non. J'ai dit automatiquement non. Trouver des sources d'approvisionnement, c'est le conseil que je leur ai donné ici. Trouver des sources d'approvisionnement qui puissent vous faciliter la tâche de manière à appliquer rigoureusement les prix qui ont été donc adoptés en Conseil des ministres, donc des prix qui ont été que le gouvernement a demandé d'appliquer. Et ces consignes-là ont été respectées, ces consignes-là marchent aujourd'hui. Vous pouvez aller au niveau du marché de Zimbié, vous allez voir que les magasins au moment de ciment, eh bien, tous ces magasins sont ouverts à la clientèle et on paye au prix indiqué, c'est-à-dire 75 000 francs la tonne chez nous ici aujourd'hui. J'en ai acheté ce week-end moi-même pour la réalisation d'un certain nombre de travaux, donc toujours pour vérifier si ces prix-là sont pratiqués. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours des brebis galeuses et donc nous allons suivre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que nous-mêmes au niveau local, nous devons suivre et accompagner la décision qui a été prise par le gouvernement. Il ne s'agit pas seul de laisser le gouvernement se débattre comme un beau diable dans l'eau bénite, mais il faut que, une fois que les décisions prises, ces décisions qui sont pour moi des décisions qui véritablement nous accompagnent, nous autres sur le terrain sont prises, nous devons être à l'avant-garde de la vulgarisation et du respect strict donc,
de cette décision. Il me plaît bien de vous demander, cher monsieur Christophe Aïssi, qu'au regard de tout ceci, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mandat placé sous le signe du hautement social du président de la République dans son PAG2? Vous savez, le président de la République, son Excellence le président Patrice Guillaume Talon, il a mis son mandat sous le signe du hautement social. Et je crois qu'il ne s'est pas écarté de cet objectif. D'accord? Écoutez, vous prévoyez d'aller d'un point A à un point B. Et pour y aller, vous rencontrez des difficultés. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de solutionner cette difficulté-là et vous avancez. Il a dit hautement social. Et il a fait des budgets en conséquence. Maintenant, si au cours si à l'opérationnalisation, il y a des difficultés comme celles que nous sommes en train de rencontrer en ce moment concernant la cherté des prix qui n'est pas inhérente à notre pays seul, puisque c'est un truc, disons même mondial, eh bien, donc le gouvernement s'est arrêté à corriger le tir. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a amené le gouvernement à prendre les décisions, à réajuster les prix pour être en harmonie avec sa population, avec le hautement social dont il a parlé, et qui, moi aujourd'hui, si ces différentes décisions-là sont respectées, je pense qu'il y aura allègement, le panier les gens vont sentir que vraiment cette décision, pour moi, vient soulager la peine de nos populations si elles sont respectées. Et le gouvernement s'attelle à ce que cette décision-là soit respectée. Et je disais tout à l'heure, dans mon intervention, que nous devons accompagner, nous, autorités locales, à faire en sorte que les choses aillent mieux. Eh bien, le hautement social aussi dont le gouvernement a parlé, c'est de faire en sorte que les femmes soient autonomes. Le gouvernement est en train aujourd'hui, à travers la mise en place du microcrédit à l'AFIA aux femmes, et attention, ce n'est pas aux femmes seules. Aujourd'hui, ça s'étend aussi aux hommes. C'est ça. Et donc, pour l'autonomisation de la femme, prioritairement la femme, eh bien, ces microcrédits à l'AFIA aujourd'hui sont distribués dans nos arrondissements. Nous, ici... ils sont disponibles réellement. Sont disponibles réellement. Sont disponibles réellement. Et tenez-vous tranquille, à des taux défiant toute concurrence. La dernière fois, nous, au niveau de l'arrondissement de Zinvier, ici, nous avons inscrit près de 300 femmes, d'accord, à titre d'expérimentation. Mais quand les gens sont venus nous entretenir sur comment le microcrédit à l'AFIA fonctionne, mais nous avons vu que on vous prête 50 000, vous n'avez que 2 000 francs à payer. D'intérêt. En combien de mois? 6 mois. Alors, en 6 mois. Qui dit mieux? Mais qui dit mieux? Mais dans un passé récent, c'était 30 000 francs. Mais écoutez, l'intérêt était de 100%. Monsieur Christophe Aïssi, on voit bien que vous vantez votre hautement social. On va évoluer dans cette émission. Revenons à présent aux réformes opérées au niveau décentralisé. Oui, voilà une question qui agite l'opinion publique dans tous les sens. Mais nous, on est serein. Nous sommes sereins et nous accompagnons complètement cette réforme-là. En tout cas, j'ai eu la chance déjà d'intervenir sur ces réformes-là sur plusieurs chaînes de télévision et j'ai dit exactement ceci que je vais répéter aujourd'hui. Cette réforme-là, elle vient à point nommé. Elle ne vient pas pour vous perturber? Pas du tout. Vous bouleverser le fonctionnement? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Cette réforme-là vient nous aider. En quel sens? Bien.
Madame la journaliste, vous habitez une commune donnée. Vous êtes dans un quartier donné. D'accord? À l'aune de la décentralisation, quand on fait le point aujourd'hui, nous sommes en train de faire bientôt 20 ans. 20 ans. D'accord? Qu'est-ce qui a changé là où vous vivez? Qu'est-ce qui a changé véritablement? Dites-le non. Mais non, rien n'a changé. La faute Il est faut avoir, c'est-à-dire, il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. C'est vous qui êtes Comment est-ce politicien, pourquoi quelque chose n'a pas je vais y changé en arriver, 20 ans? madame, laissez-moi aller au bout de mes idées. Écoutez, comment est-ce que nous gérons les fonds FADEC qui sont mis à notre disposition à l'aune de la décentralisation jusqu'à ce jour? Comment nous les gérons? Est-ce que c'est les besoins réels des populations que nous mettons en œuvre? Vous avez vu le chef de l'État, quand il a été élu en 2016, d'accord? Il a mis 1 an. On ne voyait rien venir. 2 ans. Et dans la 3e année, nous avons vu des routes un peu partout dans le Bénin, comme si nous sommes réveillés un matin et on nous a présenté les routes. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il a pris son temps et il a fait un travail en amont. Et quand il a commencé, d'accord, nous avons eu les résultats. Aujourd'hui, tout le monde applaudit le chef de l'État par rapport à l'infrastructure routière. Dans tout le Bénin presque. D'accord? C'est un mérite. C'est un mérite. Et ce mérite-là vient d'une méthode organisationnelle. Les mairies ne sont pas organisées. Alors donc, le législateur a dit, il faut savoir lire et écrire. Est-ce que savoir lire et écrire, est-ce que ce concept-là a accompagné véritablement nos mairies vers leur développement? Aujourd'hui, l'État a dit, écoutez, comme je l'ai fait au niveau central, on va décentraliser et envoyer suffisamment de ressources désormais au niveau des communes. Mais que faut-il faire pour que ces ressources-là soient mieux gérées que par le passé? Il faut changer les donnes. Alors, il faut changer les donnes. Quand vous vous expérimentez des programmes qui ne fonctionnent pas, il faut s'arrêter, faire le point, faire l'évaluation, tirer les conclusions nécessaires, qu'est-ce qui a pu bien fonctionner, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et tirer les conséquences qui s'imposent. Alors, de l'expérimentation faite par l'État lui-même dans l'exécution des plans et programmes du gouvernement, ce que j'appelle le programme 1 du gouvernement, le premier quinquennat, eh bien, le chef de l'État a réfléchi et a dit, et si on mettait un technicien au milieu, quelque part là, de la politique, pour que, techniquement, le travail soit bien fait, suivant les règles de l'art, d'accord, conformément aux textes de la République, est-ce que ce ne serait pas mieux? L'État a porté la réforme, les députés l'ont adoptée, et aujourd'hui, nous avons eu un nouveau code sur la décentralisation. Alors, je dis à ce niveau, à ceux qui crient déjà le holà, qui doivent attendre. On ne peut pas, déjà qu'on a annoncé une réforme, d'accord, commencer par tirailler alors qu'on n'a pas fait l'expérimentation. Mettons la réforme en place, commençons et avançons à un niveau donné. On va l'évaluer.
On va évaluer la réforme et voir la pertinence de la réforme, quelles sont les faiblesses de la réforme. Mais on n'a rien commencé, et certains crient. On n'a pas démarré la réforme, et certains crient. Certains disent qu'on a arraché le pouvoir au maire. On n'a rien arraché au maire. C'est ça. Mais qui a tiré qui a fait le choix des SE? C'est le président Talon qui est allé tirer les SE. Ils en étaient contraints. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Ça fait partie des réformes. Mais si vous êtes maire, madame, si vous êtes maire, et que de jour au lendemain vous vous retrouvez en prison, c'est une bonne chose ça là? Parce que vous n'auriez pas respecté les tests? Parce que vous n'avez pas le profil qu'il faut pour être maire? Nous avons la chance aujourd'hui à Calavi. On n'a pas de problème de profil de maire. Le maire que nous avons, d'accord, a fait une formation qui cadre bien avec la gouvernance locale. Mais sur 77 maires, est-ce qu'il faut se fier à un seul cas? Je sais qu'il y en a des maires compétents aussi ailleurs, mais je dis, le législateur n'a pas défini un profil pour le maire. Et il se trouve que les enjeux de la décentralisation aujourd'hui ne s'avancent pas qui veut. C'est qui si connaît. C'est qui en a les capacités. C'est ça. Et gouverner aussi, c'est prévoir. Et le gouvernement, certainement, a tiré leçon de tout ce que nous avons vécu jusque-là pour pouvoir mettre ces réformes-là en place. Et c'est le maire qui prend son arrêté et qui nomme maintenant le SE. Le SE est là comme bras technique pour respecter les tests et faire les choses, d'accord, de manière à respecter les procédures en la matière. Et accompagne le maire. Le maire lui-même, il est là pour aller chercher des partenaires financiers, des partenaires techniques et financiers. Il est là pour la mobilisation des ressources pour sa commune. Il est là pour arbitrer toutes les questions qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions. Et pour être également disponible pour sa population. Pour être disponible également pour sa population. Et répondre efficacement aux doléances de cette population. Et pendant qu'il est sur d'autres fronts, il sait qu'il y a un bras technique qui gère la maison, sur qui il peut compter. Alors, si un SE arrive dans une mairie, eh bien, si le SE veut véritablement travailler, il doit travailler en parfaite synergie, en parfaite harmonie avec le maire pour que les objectifs fixés, qui ne sont rien d'autre que ceux qui doivent nous conduire vers le développement de la commune, soient au rendez-vous, eh bien, il doit avoir cette synergie dont je parlais tantôt. Monsieur le chef d'arrondissement de Zivier, on voit bien que vous défendez parfaitement cette réforme, c'est à votre actif. Revenons-en à présent à votre arrondissement. Dites-nous, comment se porte l'arrondissement de Zivier? Merci Madame la journaliste. Je crois que l'arrondissement de Zivier se porte très bien. J'ai pris fonction ici le 10 septembre 2015. Et je crois que j'ai réalisé déjà tout ce que je veux pour Zivier. Je suis complètement satisfait. La population, elle est satisfaite. Et puisqu'il reste à faire, nous supposons que rien n'est encore fait. Et là, nous sommes en train d'être à cheval sur tous les fronts pour que ces choses-là qui sont les leviers sur lesquels il faut nous appuyer pour que Zivier puisse sortir, réécrire une nouvelle page de son histoire, eh bien, nous ne ménageons aucun effort à le faire. Et là, je voudrais remercier très sincèrement le maire de la commune d'Abomey-Calavi qui nous accompagne beaucoup dans nos idées. Nous-mêmes, du point de vue social, nous-mêmes, on se déploie beaucoup, mais j'avoue que le maire qui est là, il est très disponible aujourd'hui. Il ne fait pas de distinction entre les arrondissements que nous appelons les grands arrondissements et les petits arrondissements. Il a mis tous les arrondissements au même niveau et il veut développer tous les arrondissements de la même manière. Parce que si les arrondissements sont beaux et attrayants, c'est la commune par ricochet qui sera belle et attrayante. C'est ça. Alors donc,
de ce point de vue, je disais que j'ai pris fonction ici le 10 septembre 2015 et nous avons vu Zingué dans un état qui ne nous a pas plu. On avait des problèmes d'infrastructure marchande. Vous pouvez faire un tour au marché aujourd'hui. J'ai réglé ça. Nous avons pratiquement un marché moderne à Zingué aujourd'hui. Vous avez reconstruit le marché? Complètement. Faites-en un tour, vous allez voir. Alors, nous avons des problèmes d'infrastructures socio-communautaires de base, notamment au niveau des écoles. Aujourd'hui, le défi est relevé, disons même à 100%. Vous en avez assez construit? Construit, suffisamment. Alors, on avait des problèmes d'eau potable. Aujourd'hui, je crois que moi-même personnellement, j'ai créé ce que j'appelle les mini-châteaux. J'en ai fait sur fonds propres dans plusieurs villages. La mairie nous a fait des forages équipés de pompes à motricité humaine. Il y en a aujourd'hui. Le problème d'eau potable ne se pose plus avec acuité. Le gouvernement lui-même, pour nourrir désormais toute la commune d'Abomey-Calavi jusqu'à Cotonou, eh bien, est venu investir près de 27 milliards à Godjoko, là où nous avons érigé le centre de pompage de traitement de l'eau potable. C'est à Godjoko là. Alors, c'est un centre qui dépasse aujourd'hui le centre de Vedoko. C'est un village de votre arrondissement? Et c'est un village de mon arrondissement qui a bénéficié de ça. Après donc de grandes luttes entre les CA, on a pu arracher ce projet-là pour Zingué. C'est votre actif? Alors, nous avons dans certains villages, il n'y avait pas du tout d'école. Nous en avons créé. Et aujourd'hui, ces écoles fonctionnent à la grande satisfaction de nos mandants. Alors, il n'y a que le cadre institutionnel. Le maire a pris une grande décision de construire désormais des sièges d'arrondissement. Et donc, le bâtiment vétuste dans lequel nous sommes en train de faire, de délivrer aujourd'hui les actes, d'accord, ne sera que d'ici quelques mois. Ça va laisser place, tout ce que vous voyez, ça va laisser place à un bureau somptueux. Ils seront réfectionnés ou il y aura d'autres constructions? Il y aura d'autres constructions pour que le lieu du service public soit un lieu propice, où on y va avec aisance, parce que j'ai toujours dit, le lieu de service public doit forcer l'admiration de ce qui s'y passe. Alors, du point de vue infrastructure routière, je voudrais saluer ce grand homme. Vous allez me dire que oui, l'émission c'est pour apprécier le chef de l'État, c'est pour dire tout de bien de lui, mais je m'en moque éperdument. Si quelqu'un fait bien, je suis dans la triste obligation de dire qu'il fait bien. Alors, quand il est venu, le problème qui est un problème crucial qui nous a réglé ici à Zingué, et ça fait partie de l'une de ses premières décisions, c'est la route du siècle. Ce que vous avez emprunté pour être à Zingué aujourd'hui. Par le passé, la voie a été lancée 6 fois. J'y étais toutes les... Vous étiez à tous les lancements. Alors, on a fait pose de première pierre, on n'a rien vu venir. On a fait ceci, on n'a rien vu venir. Mais dès que le président de Talon est venu, la rupture est venue, les semaines qui ont suivi, le bitumage a commencé. Aujourd'hui, de Mississinto à Zingué, vous êtes à 9 minutes. Qui dit mieux? Avant, c'était 50 minutes de calvaire. Les gens mouraient. Les bonnes femmes qui devaient aller, à l'hôpital. Vous voyez? Donc, le président nous a permis donc, de régler cette question-là définitivement. Et quand vous quittez Mississinto aujourd'hui, vous pouvez vous rendre jusqu'à Zé Plaque. Vous pouvez aller à Abomey. Par le bitume. Par le bitume.
c'est à l'actif du chef de l'État. Nous ne pouvons que dire, prier pour ce monsieur. Moi, je n'ai même pas envie qu'il quitte tout de suite, que son mandat termine tout de suite. Hein. Tout début a une fin, c'est sûr que... Madame, laissez-moi finir. Madame, laissez-moi finir. Je dis ceci. D'accord. Je dis qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. D'accord. D'accord. Et qu'aujourd'hui, le chef de l'État travaille au point où moi, là, Haïti Christophe, je n'ai pas envie qu'il parte. Et je voudrais lui dire ceci. Même si son mandat termine, c'est à nous de lui dire s'il doit partir ou pas. Et il avisera encore en son temps. Non, mais attention. Nous avons quitté loin. Non, écoutez. Ce que je dis, vous ne mesurez pas l'importance, la véracité de ce que je dis. Nous sommes en train de vivre. Nous avons quitté très loin. Vous pensez que si un nouveau chef d'État arrive aujourd'hui, les réformes judicieuses, audacieuses, courageuses qu'il a engagées, qu'un nouveau chef d'État viendra les remettre en cause? Mais non. Vous avez tout est en miniature aujourd'hui. Vous voulez une pièce, vous prenez votre portable, vous demandez, vous faites la demande en ligne, vous l'avez en moins de quelques minutes. Ce chef de l'État sérieux qui viendra remettre ça là en cause. Vous payez vos impôts de votre maison aujourd'hui, vos factures de votre maison aujourd'hui. D'accord? Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour avoir ce que j'appelle certains services sociaux qui, en principe, devaient être à portée de main depuis. Mais ce n'est que maintenant que nous bénéficions de ces choses-là. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'amalgame à faire. Moi, je suis un homme de développement. Et quand je vois un développeur, je le sais, le président Patrice Talon, c'est là. C'est-à-dire, c'est de l'anticipation. D'accord? Et c'est de la prévision. Parce que qui veut gouverner, prévoir, anticiper. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Les grands projets que nous voyons sortir, les logements sociaux, ceci, ça, les routes, d'accord, les marchés aujourd'hui qui sont en train d'être modernisés, d'accord, avec des bâtiments flambant neufs, vous pensez que c'est du jour au lendemain? Tout est défini dans le temps, tout est planifié dans le temps. Mais et donc, ici, nous, on voudrait aller à cette école-là, d'accord? Vous y êtes déjà? On voudrait aller. On ne finit jamais d'apprendre. D'accord. On veut aller à cette école-là et nous apprenons de lui tous les jours. Et nous allons souhaiter tirer meilleur profit de lui pendant qu'il est encore là. Pendant que nous sommes en train de parler des grands défis que vous avez relevés au niveau de votre arrondissement, c'est sûr qu'il y en a encore d'autres que vous n'avez pas encore pu atteindre. Si je dois continuer par vous citer tout ce qu'on a fait, on ne va pas sortir d'ici. Donc là, vous êtes à 100% de vos réalisations. Nous sommes déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne finit pas de développer une cité. Il y a forcément des choses à faire. D'accord? Nous sommes toujours dans le besoin. Si nous ne sommes pas dans le besoin, je ne veux pas chaque fois écrire au maire pour dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Nous sommes, c'est-à-dire, le monde est en perpétuelle mutation. D'accord? Donc, dès que vous voyez, je suppose que c'est une école que vous avez créée il y a environ 5 ans. Mais aujourd'hui, regardez ce que le module de classe que la Fondation Claudine Talon est en train d'ériger. C'est plus moderne que ce que nous avons fait il y a 5 ans. Donc, j'aurais souhaité que ces choses-là viennent remplacer les vieux bâtiments qui sont encore là. Et donc, vous n'allez pas me dire que je n'ai pas de besoin. Donc, les besoins sont là. Et donc, on essaie donc de les solutionner autant que faire se peut. Le budget n'est pas élastique. C'est ça. On fait les prévisions conformément au budget dont la commune dispose. Et nous sommes au 9 arrondissement. Le maire ne peut pas laisser les autres arrondissements au détriment de Zinviers seul. Et nous-mêmes, en tant que développeurs, on met parfois la main à la poche pour accompagner certaines œuvres sociales donc, sur le terrain. C'est ça.
Sinon, vous êtes venu faire quoi ici? C'est ça. Quelles sont vos relations avec vos conseillers locaux? Ben, mes relations avec les conseillers locaux de l'arrondissement de Zingué sont au beau-fils. C'est une relation de travail, d'amitié et de fraternité. Nous nous connaissons tous. Nous sommes dans un milieu où on se connaît. Nous nous connaissons tous. Nous sommes en train de là. Ça dit que vous êtes tous du même bord politique? Nous sommes en train de travailler, la majorité. D'accord. La majorité. Ben, si je n'ai pas la majorité, vous allez me voir chef d'arrondissement ici. C'est parce que j'ai la majorité que je suis chef d'arrondissement de Zingué. Hein? Sinon, ça aurait été d'autres... Vous avez parlé tantôt des choses qui restent à perfectionner pour votre arrondissement. Quelles sont, monsieur le chef d'arrondissement, vos perspectives pour votre arrondissement? Oui. Mais mes perspectives pour l'arrondissement de Zingué, c'est déjà de voir la transformation du siège de l'arrondissement de Zingué. Ce qui sera réalité bientôt, puisque le maire a pris ses responsabilités vis-à-vis de ce projet. Déjà. Mes perspectives, c'est d'avoir un terrain omnisport, d'accord, qui puisse desservir d'Akasato jusqu'à Kmamou. Mes perspectives, c'est de lotir l'arrondissement de Zingué. Et de lotir l'arrondissement de Zingué pour permettre son réel développement. Vous imaginez que les investisseurs aujourd'hui n'arrivent pas à développer, à mettre à asseoir leur projet à Zingué parce que Zingué n'est pas loti. Ils ne veulent pas investir sur des sûretés qui ne sont pas des sûretés réelles. Voyez-vous? Et cet état de choses crée tous les jours des litiges. Puisque les gens voient des superficies de terre. Et vous savez, la mafia foncière aujourd'hui. Hein? Donc, mais si c'était loti, chacun sait, chacun connaît ça, son périmètre, son domaine, est titré, ainsi de suite, suivant le nouveau code, eh bien, il n'y aura pas de problème. Et c'est parce que Zingué n'est pas loti aujourd'hui que les grands projets du gouvernement ne viennent pas à Zingué. Ben, la dernière fois, nous avons été dans une réunion où on m'a dit, ben, écoutez, on veut électrifier certaines localités. Mais puisque Zingué n'a pas été loti, on n'a pas pu bénéficier de ce projet. La personne a dit, désormais, il faut être une zone urbanisée et que nous fassions ce que j'appelle l'ouverture des tranchées, l'ouverture des voies où il faut implanter les poteaux. Nous n'avons pas connu de lotissement. Vous allez ouvrir les voies comment? Sur des domaines d'autrui? Non. Donc ça, le fait qu'on n'a pas loti Zingué jusque-là freine un peu l'élan de développement de cet arrondissement qui aujourd'hui est en pleine expansion. Il me plaît bien de vous demander quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place avec les nouvelles réformes pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pour votre localité, bien sûr. L'un mis dans l'autre. L'un mis dans l'autre. Nous sommes en train de faire ce qui est de notre prérogative, ce qui est de notre responsabilité. C'est pour ça que la troisième mandature a engagé les réformes qui doivent aller au lotissement de Zingué. On a fait déjà la sectorisation, on a fait la polygonation et donc on attendait de faire les états des lieux. Le dossier d'appel d'offres a été lancé, mais comme la mafia foncière battait son plein, le gouvernement, dans le souci de réorganiser ce secteur-là, a pris des mesures conservatoires et a arrêté tous les travaux. C'est pour ça, sur toute l'étendue du territoire national aujourd'hui, il n'y a plus de travaux de lotissement. Donc nous sommes à cette étape-là et je suis persuadé que lorsque les choses seront relancées, avec le dynamisme que nous connaissons du maire actuel et nous-mêmes avec
nos pressions, eh bien, quelque chose se fera certainement. Même s'il faut créer une mission spéciale, une équipe spéciale, une commission spéciale pour l'outil Zinvier, nous le souhaitons de tous nos voeux pour que Zinvier aille rapidement à son développement. Parce qu'en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est que les gens ont acheté, d'accord, et ne veulent pas construire des bâtiments en matériaux définitifs parce que Zinvier n'est pas encore loti. D'accord. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission, monsieur le chef d'arrondissement de Zinvier. Votre mot de fin pour clôturer cette émission. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, vous et votre équipe qui nous a fait honneur à travers votre émission Dimanche politique, pour que nous puissions parler des questions touchant la vie quotidienne donc, de nos mandats. Et je voudrais remercier très sincèrement le maire, l'actuel maire Awadjinou Evariste Angelo, qui a compris la nécessité d'aller vite dans tout ce qui est conditions à mettre en place pour soulager la peine donc, de nos populations. Et je voudrais remercier pour finir le chef de l'État qui ne cesse de prendre des décisions qui permettent l'accélération donc des conditions de vie de nos populations, d'accord, de Zinvier et de partout d'ailleurs au Bénin. C'est ce qui justifie les dernières décisions concernant les prix qui ont été réajustés pour permettre à ce que nous ayons, n'est-ce pas, de marge de manœuvre en cette période de soudure qui est accentuée par la cherté donc, des produits alimentaires, des produits à grande consommation et autres. La situation n'est pas... Ce n'est pas le Bénin seul qui vit la situation. La situation est mondiale. Mais dès lors que le chef de l'État a pris cette décision-là, je voudrais demander à nos commerçants, eh bien, dans un sursaut patriotique, d'appliquer réellement les prix qui ont été indiqués par le gouvernement pour accompagner le processus pendant cette période de dure épreuve. Et je voudrais donc, pour finir, je voudrais lancer un appel à toute la population de la commune d'Abomey-Calavi que les opérations d'enrôlement de RAVIP ont démarré il y a un peu longtemps et que ces opérations-là vont prendre fin selon ce que nous appelons le 16 prochain. Donc je voudrais leur demander, ceux qui traînent encore les pas, rendez-vous dans vos arrondissements pour aller vous faire enrôler. Ceux qui n'ont pas date de naissance, allez dans vos arrondissements pour faire enrôler. Ceux qui ne se sont jamais inscrits sur les listes électorales, ce sera le moment indiqué pour vous faire enrôler également. Donc ces deux opérations-là se font simultanément au niveau des arrondissements. Donc je voudrais vous demander de vous rendre dans ces arrondissements-là pour vous faire enrôler pour le bonheur non seulement de vous-même d'abord et le bonheur des autres, parce que vous êtes appelés à faire des opérations avec ces différentes cartes. On va vous solliciter avec le CIP, ça vous permet. Le certificat d'identification personnelle vous permet d'aller prendre le microcrédit à la FIA par exemple, ça c'est pour votre développement personnel, ça vous permet de faire vos opérations bancaires et ça vous permet par ricochet aux autres de vous identifier. Merci. Merci donc à vous, monsieur Christophe Haïssi. Je rappelle que vous êtes le chef de l'arrondissement de Zinvier. Merci à vous, chers internautes. C'était votre émission Dimanche. On parle politique et puis on parle également du développement. On a été dans l'arrondissement de Zinvier pour vous. Vous avez suivi toutes les explications, vous avez suivi les analyses faites par le chef de l'arrondissement sur l'actualité nationale. Prenez le rendez-vous pour très prochainement. Merci à toute l'équipe technique
grâce à laquelle vous avez suivi cette émission. On se dit à bientôt.